Ça tourne. Ça tourne. On avait fait une vidéo il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça, sur ton voyage il y a 2 ans en Inde, quand t'avais tout juste 17 ans. Et maintenant t'as 19 ans et tu viens de partir au Rwanda. Et du coup t'es toujours partie avec Zelidja. Peut-être d'abord rappeler vite fait pourquoi elle est partie avec Zelidja, pourquoi elle est partie une deuxième fois avec Zelidja. Cette association en fait elle permet aux jeunes entre 16 et 20 ans donc, de faire des voyages en leur offrant des bourses de voyage. Donc j'en avais déjà bénéficié il y a 2 ans et j'ai pu en rebénéficier cette année. En fait c'est une association qui propose aux jeunes de faire 2 voyages. Donc on a le droit à 2 voyages, on a le droit à 2 bourses de voyage. Pour le deuxième voyage on a le droit à une bourse de maximum 1100 € alors que le premier voyage c'est 900 €. Pour ma part, j'ai eu 1000 €. C'est pas un voyage dans des hôtels 5 étoiles avec restaurant tous les jours quoi. Mais c'est ça justement l'esprit Zelidja. C'est les rencontres, voyager avec peu de moyens, essayer un tant soit peu de faire un voyage le plus écologique possible, même si prendre l'avion c'est pas du tout écologique. Ils ont essayé de mettre une conscience écologique dans le projet, en nous demandant de compter notre bilan carbone. Si vous avez envie de faire un voyage, comment ça se passe? Il faut candidater avant le mois de janvier, envoyer votre dossier. Dans votre dossier, il faut expliquer tout votre projet de voyage, donc votre itinéraire, les contacts que vous allez rencontrer sur place, votre budget prévisionnel, et puis votre projet de voyage. Donc vous devez expliquer le pays, pourquoi ce pays, et puis votre sujet d'études. Moi mon sujet d'études au Rwanda c'était sur les ONG. Donc j'ai été visiter une petite dizaine d'ONG. Et donc là, comme je suis de retour en France, je vais compiler toutes les informations que j'ai récoltées et je vais écrire comme un rapport d'études sur les ONG au Rwanda. Zelidja c'est vraiment donc un voyage où vous devez faire une étude sur le sujet qui vous plaît, sur votre thème, sur votre centre d'intérêt. Vous pouvez pas faire un stage, vous pouvez pas faire du volontariat, vous pouvez pas faire juste du tourisme. Enfin, c'est vraiment un peu un concept à part en fait. C'est pour ça quand on me demande est-ce que t'es touriste, est-ce que t'es volontaire, est-ce que t'es bénévole, enfin je suis en fait en voyage d'études. Il n'y a pas vraiment de terme vraiment précis pour définir ça. Après Zelidja, c'est une bourse mais c'est aussi une association en général. C'est-à-dire que c'est vraiment des gens super, c'est vraiment trop cool, c'est genre la meilleure asso de ma vie. Donc il y a la vie associative en plus de juste les bourses de voyage qui vont avec. Maintenant il y a 70% de filles qui font des voyages seules avec Zelidja, donc je vous recommande vraiment de faire ça. N'ayez pas peur, lancez-vous et vous verrez que ce sera génial. Le pays vit un peu là-dessus. On m'a dit que 60% de l'argent que recevait le pays venait de l'aide internationale. Toutes les rencontres que j'ai faites là-bas, quasiment toutes les rencontres, elles étaient toujours reliées à une ONG. Tous les gens que j'ai rencontrés comme ça, ils avaient toujours un rapport plus ou moins de près ou de loin avec les ONG, donc c'était vraiment très chouette en fait. J'ai pas eu le sentiment que c'était un business, au contraire, avant de venir, j'avais un peu ce sentiment, je me disais, je sais pas comment... En fait, je voulais étudier les ONG pour voir un peu aussi comment la population percevait les ONG, parce que je me disais justement, vu qu'il y en a beaucoup et tout ça, peut-être que ils ont un peu comme une appréhension par rapport à ça, surtout qu'il y a déjà eu un passé colonial au Rwanda et tout ça, donc peut-être que je me disais, peut-être qu'ils vont pas trop apprécier les ONG, peut-être qu'ils sont un peu méfiants par rapport à ça, et voilà. Et sauf que j'ai pas du tout retrouvé ce sentiment. Au contraire, tous ceux que j'ai vus, ils étaient très contents du travail que faisaient les ONG, et c'est vrai que moi aussi j'ai trouvé qu'ils faisaient vraiment du très bon travail, et c'était vraiment nécessaire. Je pense là par exemple à un centre UCC à Kiséni, c'est un centre qui s'occupe d'handicapés, tout type, handicapés mentaux, aveugles, sourds, physiques, et vraiment il y a une ONG, donc Galaga Trust, qui fournit une maison en fait aux handicapés mentaux lourds, et avec
avec 4 personnes qui restent dans la maison pour s'occuper des handicapés, parce que même s'ils sont adultes, ils ne peuvent pas se gérer eux-mêmes. Donc ils ont une équipe qui tourne et qui s'occupe d'eux, qui leur permet d'avoir une maison et une vie un minimum digne, quoi. Donc c'est vraiment... Et ça, c'était une ONG locale. Après, j'ai vu aussi des ONG internationales, donc ça c'était à Musanze. C'était une américaine qui avait une ONG en fait aux États-Unis, et son ONG, elle récoltait de l'argent aux États-Unis pour aider justement au Rwanda une coopérative de femmes qui produisent des vêtements, des habits, et qui les vendent sur place, sauf que les revenus qu'ils récoltent grâce à la vente d'habits couvrent à peu près 40% pour le moment des frais de fonctionnement. Donc c'est pour ça qu'il y a l'ONG américaine qui est là pour subventionner ces femmes pour leur donner un travail. Et elle a essayé de créer une ONG, elle a essayé d'obtenir le statut d'ONG au Rwanda, mais elle n'a pas réussi, enfin pour le moment elle n'a pas réussi, c'est-à-dire qu'elle a été voir au gouvernement, ils l'ont renvoyé à un autre endroit, qui l'ont renvoyé à un autre endroit, et ainsi de suite quoi, et ça aboutit nulle part. D'autres ONG m'ont dit que le gouvernement les contrôlait beaucoup. C'est-à-dire qu'on pouvait pas faire, les ONG peuvent pas faire ce qu'elles veulent, elles ont des rapports à rendre au gouvernement. Pour avoir des subventions du gouvernement, ils devaient suivre la ligne du gouvernement, c'est-à-dire que le gouvernement a une ligne politique et il dit voilà, on aurait besoin là, là et là de cette aide, de ces actions. Et donc si les ONG elles arrivent, elles disent moi mon programme ça correspond à ce que vous voulez, le gouvernement peut les subventionner. Mais sinon, il n'y a pas de subvention pour les ONG de la part du gouvernement, mais les ONG sont quand même bien acceptées et bien présentes au Rwanda vu qu'il y en a partout. J'avais vraiment l'impression que tout ce qui était mis en place était mis en place vraiment pour aider et pour développer le pays. Alors, en fait là-bas c'est pas vraiment une démocratie. Donc on m'a un peu expliqué le système politique, comment ça fonctionnait. Mais après, la personne qui m'a expliqué vient du parti du président. Et il me l'a dit à la fin, mais voilà, il faut savoir ça. Donc je peux dire ce qu'il m'a expliqué. Il m'a expliqué qu'en fait, là-bas, les opposants, ils étaient autorisés s'ils étaient d'accord avec le président. En fait, il y avait des gens qui étaient jamais d'accord avec ce que faisait le président. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, ils seraient jamais d'accord. Que ce soit bien ou pas bien, ils seraient jamais d'accord. Et donc il a dit ces gens-là, on n'en veut pas parce que nous on a besoin de faire avancer le pays, on a besoin de développer le pays, donc on peut pas passer notre temps à faire la démocratie, à écouter tout le monde, sinon on n'avance pas. Donc ça c'est le point de vue de quelqu'un du parti du président de Paul Kagame. Mais c'est vrai que c'est pas la démocratie là-bas. Enfin, j'ai parlé un peu avec les gens, les locaux. Ils n'ont pas du tout la culture de faire des manifestations ou quoi que ce soit. C'est pas du tout dans leurs habitudes. Mais ce qui est revenu très souvent, c'est que ils m'ont dit que oui, en Occident ou dans ces pays-là, ils ont la culture démocratique, ça fait des milliers d'années qu'ils fonctionnent comme ça. Et nous, ils voudraient que maintenant, hop, comme ça, en un claquement de doigts, on devienne aussi un pays démocratique et que ça fonctionne comme ça. Mais ça peut pas marcher comme ça, ça peut pas marcher. Et ils peuvent pas, nous on va pas faire ça comme ça. Et puis c'est pas parce que eux ils le font que nous on doit le faire aussi. Et puis voilà, on peut trouver un système différent qui fonctionne, on n'est pas obligé de suivre leur modèle. La plupart de ceux que j'ai vus, ils étaient contents du gouvernement de Kagame, parce que effectivement c'est vrai que le pays fonctionne bien. Enfin, les transports publics, on va à la gare, on achète un ticket, on attend le prochain bus et on part dans la ville qu'on veut. Les routes sont impeccables, les commerces, on a ce qu'on veut, c'est sécurisé. Vraiment, ça fonctionne bien quoi. Il y a pas mal d'aides pour les paysans, parce que c'est quand même un pays pauvre, donc il y a quand même beaucoup de pauvreté. Donc ils ont mis des programmes en place par exemple pour faire une famille, une vache. C'est-à-dire que tous les paysans pouvaient avoir, toutes les familles pauvres paysans pouvaient avoir accès à une vache et ça peut leur rapporter et beaucoup les aider pour la viande, le lait, le compost, tout ce genre de choses.
Ils ont aussi un programme pour offrir des maisons aux plus pauvres. C'est-à-dire que les plus pauvres peuvent avoir une maison construite par le gouvernement. Et ceux qui sont un peu moins pauvres, le gouvernement paye la toiture. Parce que c'est ce qui coûte vraiment le plus cher là-bas. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en place pour aider les plus pauvres. Il y a des catégories en fait, 1, 2, 3 ou 4 en fonction des revenus. Pour les revenus 1 et 2, pour les catégories 1 et 2, les plus pauvres ils ont accès à la santé, l'éducation, une maison, une vache. Donc c'est pour ça que les gens sont quand même assez contents du gouvernement. Et ce qui est vraiment très bien aussi, c'est pas une démocratie, mais ça j'ai vraiment été impressionnée par ce point-là. C'est que en fait, au début de chaque année, chaque district, il y en a une trentaine au Rwanda. C'est un peu comme des villes en fait, enfin, c'est un peu plus grand que la ville. Chaque district a un programme à suivre pour son district pour l'année. Et donc ils disent à la population, voilà on va faire ça, 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 on va construire telle école, telle route, et on doit faire tout ça. Et à la fin de chaque année, il y a un discours avec ce qui a été fait ou pas. Et c'est contrôlé en fait, il y a des gens du gouvernement qui viennent pour contrôler dans chaque district est-ce qu'ils ont bien respecté ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Et il y a un prix pour le meilleur district, celui qui a mieux réussi, et le président lui-même se déplace chaque année dans tous les districts pour voir comment ça se passe, si c'est bien ce qui est en train de se faire et qu'on n'est pas en train de lui mentir et tout ça. Et donc les gens ont assez peur du président, et il est assez respecté en fait. Et donc ils en sont quand même assez contents. Enfin, ceux que j'ai rencontrés, personne ne m'a dit du mal de lui, vraiment. C'est sûr qu'il y a des opposants. Ils ont dû bloquer les frontières avec le Burundi parce que justement il y avait des troubles par rapport au Rwanda avec des opposants burundais ou des Rwandais qui vont au Burundi en fait pour être opposants parce qu'ils n'ont pas le droit d'être opposants au Rwanda. C'est peut-être aussi pour ça que j'en ai pas rencontré, c'est parce qu'ils sont interdits. Et sinon ils peuvent aller en prison, ce genre de choses. Donc les opposants ne sont pas et s'exilent en fait parce que c'est interdit d'être opposant dans le pays. Depuis 1994, donc depuis le génocide des Tutsis par les Hutus au Rwanda, donc qui a fait plus de 800 000 morts en moins d'1 an, en quelques mois, ils ont mis en place une carte d'identité rwandaise, c'est-à-dire qu'ils ont banni les ethnies. Il y a plus de Hutus ou de Tutsis en fait, c'est vraiment un sujet tabou, enfin on n'a plus le droit de parler de Hutus ou de Tutsis, tous les Rwandais sont juste des Rwandais et c'est tout, pour favoriser l'entente en fait et la réconciliation entre les ethnies, entre les peuples. Et donc il n'y a plus de conflit apparent, évident entre les Hutus et les Tutsis. Bien sûr, il y en a toujours qui ont encore de la rancœur parce qu'ils ont perdu toute leur famille ou des choses comme ça. Il y en a d'autres qui ont réussi à pardonner et qui maintenant vivent avec les tueurs de leur famille comme voisins, quoi. Il y a des villages de réconciliation qui ont été mis en place justement avec des Tutsis et des Hutus qui vivent ensemble. Donc tout ça est très bien expliqué au mémorial de Kigali, qui est vraiment très bien fait et très touchant comme endroit. Et donc voilà, donc en fait au Rwanda maintenant, ils ont vraiment essayé de mettre le point là-dessus pour apaiser tout le monde et qu'il n'y ait plus de guerre. Mais c'est pas le cas au Burundi en fait. Au Burundi, il y a encore des Tutsis qui se font tuer, qui se font massacrer. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, qui est burundais de naissance, qui s'est exilé au Canada et qui est maintenant de retour au Rwanda, le pays de ses parents, et qui m'a dit qu'il ne pouvait pas retourner au Burundi sinon il se faisait tuer. Pour mon premier voyage à 17 ans, j'avais énormément préparé mon voyage, c'est-à-dire que pendant 1 an avant, j'y pensais déjà, je commençais déjà à me renseigner sur les destinations, les personnes que j'allais rencontrer. Vraiment, j'avais vraiment fait ça, gros projet quoi.
Et cette fois-ci, cette année, c'était un peu plus compliqué parce que j'étais en classe préparatoire ECS, économique et commerciale. Donc j'avais beaucoup moins de temps parce que ça prenait beaucoup de temps. Et en parallèle de ça, je préparais le concours de Sciences Po. Donc j'ai beaucoup bossé pour ça. C'était vraiment mon objectif premier quoi. Donc je me suis beaucoup moins laissé de temps pour préparer mon voyage. Même si ça me tenait quand même à cœur de repartir une deuxième fois. Donc j'ai quand même trouvé le temps de le préparer un minimum pour que mon dossier soit accepté. Au niveau de l'itinéraire, je l'avais pas fixé d'avance en fait. J'ai acheté le guide Le Petit Futé du Rwanda. Donc j'avais vu un peu les destinations, les villes au Rwanda que je voulais visiter. Et sinon par rapport aux ONG, j'avais surtout des contacts à Kigali. Donc après je voulais quand même visiter tout. Vu que j'étais là pour un mois et que le Rwanda c'est un petit pays, c'est l'équivalent de la Bretagne en France. Donc je me suis dit en un mois j'ai le temps de bien le visiter. Donc je me suis vraiment laissée porter par mes rencontres parce que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. C'est-à-dire que quand je suis arrivée à Kigali, en fait, je suis restée, donc la capitale, je suis restée là-bas quelques jours. Et puis donc j'ai fait du couchsurfing pour l'hébergement. J'ai vraiment fait ça la majeure partie du temps. J'ai dû faire 4-5 nuits à l'hôtel maximum. Donc c'était vraiment très bien. Et donc la personne chez qui j'étais à Kigali m'a dit qu'il retournait chez sa famille, donc dans un petit village au nord du Rwanda, dans quelques jours. Et il m'a demandé si je voulais venir avec lui. Du coup j'ai dit oui. Donc on y a été ensemble. C'était dans le district de Burera. C'était vraiment magnifique. C'était vraiment un des plus beaux endroits je pense où j'ai été. C'était le village qui s'appelle Sunsu Village. Et en fait c'était entre deux lacs, c'était entre les Twin Lakes, Burera et Rundungu, je ne sais plus le nom. Et c'est donc en fait c'était vraiment entre les deux lacs et donc il y avait toutes les... En fait le Rwanda c'est le pays des 1000 collines. Donc il y avait 1000 collines et j'étais là entre les deux lacs et on avait la vue sur le lac et c'était vraiment super. Et c'était un tout petit village de 500 habitants, quelque chose comme ça. Donc je suis restée là, la première fois je suis restée là juste une journée l'après-midi et après je suis retournée à Musanze. Donc c'est une autre ville du Rwanda où j'avais prévu d'aller. En fait c'est la deuxième plus grande ville du Rwanda après Kigali. Donc, je suis restée là-bas quelques jours aussi, donc pareil en couchsurfing. Et puis après en fait le père de mon couchsurfing de Kigali, donc celui qui habite à Sunsu Village, il m'a dit oh il faut que tu reviennes absolument, quand est-ce que tu reviens? Il faut que tu reviennes, tu peux même dormir ici si tu veux, il n'y a pas de souci. Voilà, du coup moi vu que j'avais adoré l'endroit, je lui avais dit bon ok, je reviens. Et du coup après être retournée à Musanze, je suis retournée à Sunsu Village et j'y ai passé 4-5 jours, quelque chose comme ça. Puis après je suis retournée à Musanze et puis après je suis repartie pour aller voir justement des ONG que j'avais contactées avant mais que j'avais pas pu voir, j'avais pas pu rencontrer avant. Donc là j'ai pu aller les visiter. Et puis après je suis partie à Kibuye, non je suis partie à Kisenyi d'abord. Donc c'est une ville à côté du lac Kivu, en bordure avec le Congo, la République démocratique du Congo. Donc le pays qui est à l'ouest du Rwanda. Ça me faisait un peu peur, j'étais pas trop rassurée parce qu'il y a Ebola en RDC. Mais bon ça va en fait, c'est quand même... Nous on se dit voilà il y a Ebola en RDC, c'est bon on va pas dans toute l'Afrique. Mais l'Afrique c'est énorme comme continent et donc au Rwanda il n'y a pas de cas d'Ebola donc c'était bon, ça allait. Voilà, donc c'était une super ville. J'ai aussi fait du couchsurfing là-bas. J'ai vraiment adoré. J'ai été voir d'autres ONG. Voilà, j'ai rencontré d'autres gens. Les gens de là-bas, par exemple, il y en a un qui m'a montré plein d'ONG qu'il connaissait parce qu'il avait bossé avec eux. Donc là, j'étais à Kisenyi pendant... en fait, je devais y rester que quelques jours. Mais j'attendais quelqu'un qui devait revenir pour me voir.
Et donc je suis restée un peu un jour de plus et puis après on m'a volé mon téléphone, du coup j'ai dû en racheter un autre. Donc ensuite je suis descendue, j'ai longé le lac en fait et je suis descendue jusqu'à Kibuye. Donc là c'est un peu la destination paradisiaque du Rwanda. C'est là où j'ai été faire le tour en bateau, il y avait une petite plage, il y a un peu des beaux hôtels là-bas. Voilà, donc c'était très sympa aussi. J'ai encore rencontré d'autres gens, bien sûr, voilà. Puis donc je suis retournée à Kigali pour une nuit. Ensuite j'ai été visiter l'Akagera National Park. Donc c'est l'endroit où j'ai pu faire un safari avec la famille que j'avais rencontrée en fait. Ils m'ont emmenée avec eux, donc c'était vraiment super chouette. Puis je suis retournée à Kigali et je suis partie visiter Nyungwe Forest, donc c'est dans le sud du pays, avec quelqu'un qui voulait m'emmener à la Kagera, mais vu que j'avais pas été avec lui, je lui ai dit on peut faire autre chose, et du coup il m'a emmené à Nyungwe Forest voir la canopée, c'est vraiment chouette aussi. Et puis je suis retournée à Kigali, j'ai visité les dernières ONG que je devais voir, et voilà, et puis je suis rentrée en France. Du tourisme, il y en a pas mal au Rwanda, parce qu'il faut savoir qu'il y a les gorilles, donc où j'étais dans Musanze, à côté de Musanze en fait, il y a le Volcano National Park, et donc là en fait c'est la forêt là où il y a les gorilles, et donc il faut savoir que pour aller voir les gorilles, le permis c'est 1500 $, voilà. Juste comme ça. Et ensuite après il faut payer le transport, l'hôtel, enfin tout ce qui va avec, donc ça coûte au moins 2-3 000 quoi. Donc il y a pas mal de tourisme au Rwanda et ils vivent un peu, enfin ça fait partie, ça aide à faire fonctionner le pays. Après dans les villages ou quoi que ce soit, bien sûr j'étais la seule blanche, hein. Mais ils étaient très gentils, hein, franchement j'ai toujours été très bien accueillie. Bon, bien sûr, ils étaient un peu étonnés de voir une blanche. Concernant la pauvreté, en fait là-bas, c'est quand même super vert en fait. Moi je ne m'attendais pas, on se dit l'Afrique c'est le désert, mais pas du tout. C'est le pays des 1000 collines, donc ils ont beaucoup d'eau, c'est très vert. Et donc en fait ils font beaucoup d'agriculture vivrière en fait. Il y a une grande partie de la population, ils sont paysans et ils mangent ce qu'ils produisent, et il y a une toute petite partie qu'ils peuvent vendre, mais sinon ils mangent ce qu'ils produisent, donc en fait ils crèvent pas de faim. J'ai vu personne crever de faim en fait. Après peut-être qu'il y en a hein, dans les villes ou quoi que ce soit. Oui, il y avait quand même des SDF, j'en ai vu quelques-uns. Après il y a des enfants des rues aussi dans les villes, il y a beaucoup d'enfants des rues, c'est-à-dire qu'ils ont plus de parents ou des parents qui s'occupent plus d'eux, donc ils restent juste dans la rue et ils se débrouillent pour vivre. Après dans les villes, le problème c'est que il y a énormément de chômage parce que le président donc, il a mis en place un programme pour favoriser l'éducation pour tous, c'est-à-dire qu'ils ont quasiment tous pu aller à l'école et il y en a beaucoup qui ont été jusqu'à l'université, parce que le président a mis en place ce programme-là. Sauf qu'il n'y a pas assez de travail en fait pour tout le monde. Donc ils sont qualifiés mais ils n'ont pas de travail. Donc le président pousse vachement dans ses discours pour dire create your own job, créez votre propre travail, développez-vous. Maintenant vous avez les compétences, l'éducation, donc maintenant n'attendez pas qu'on vous donne un travail, créez votre propre travail. Parce qu'il y a vraiment pas assez de travail pour tout le monde. Pour une offre d'emploi, il peut y avoir 1 millier de candidatures. Donc c'est vraiment disproportionné et très dur de trouver un travail au Rwanda pour les Rwandais. Donc ça c'est un peu un problème. Après la vie là-bas, la nourriture c'est vraiment pas cher. Enfin après pour nous c'est vraiment pas cher la nourriture. Ça nous paraît vraiment pas cher, c'est-à-dire qu'un repas, un buffet au restaurant, c'est 1500 francs, entre 1000 et 2000 francs rwandais. Donc c'est équivalent de entre 1 et 2 euros. Niveau pauvreté, j'ai trouvé que ça allait. Enfin, c'était pas non plus... c'était pas choquant. Par rapport à l'Inde, ça m'a beaucoup moins choqué. La pauvreté en Inde m'a beaucoup plus choqué qu'au Rwanda. Il y avait beaucoup plus de gens dans la rue, d'enfants qui demandaient de l'argent. C'était beaucoup plus sale aussi. Enfin, il y avait beaucoup plus de détritus, alors que le Rwanda est vraiment un pays hyper propre.
Vraiment, il n'y a pas un papier qui traîne. Donc c'est pour ça que ça m'a pas trop... La pauvreté m'a pas trop choquée. Parce que dans les villages, les gens ils sont paysans, donc ils ont assez à manger. J'ai adoré le premier centre culturel où j'ai été à Musanze. En fait, quand je suis arrivée, ils étaient en train de faire une répétition de danse traditionnelle. Et enfin, en fait, ils ont des cours plusieurs fois par semaine pour les enfants, pour les jeunes, pour les adultes. Enfin, voilà, des cours de danse, en fait, des cours de danse traditionnelle. Et donc, quand je suis arrivée, ils étaient en train de le faire. Et c'était vraiment ouf. C'était vraiment incroyable. Ils dansaient, mais vraiment super bien. C'était des enfants, ça allait genre de 7-8 ans jusqu'à peut-être 25 ans, quelque chose comme ça pour les adultes qui encadraient. Et ils dansaient vraiment avec leur cœur, enfin c'était vraiment... En fait c'était eux qui chantaient et qui avaient le tambour pour faire la musique et ils dansaient en même temps et vraiment c'était vraiment super beau quoi, genre c'était des enfants mais ils savaient vraiment super bien danser et ça m'a... c'était vraiment bon quoi. Après ce que j'ai préféré aussi c'est les rencontres que j'ai fait. J'ai vraiment adoré les gens que j'ai rencontrés, on s'est revus, je suis encore en contact avec eux, on est sur WhatsApp, tout ça. J'ai fait des trucs, des expériences un peu hors du commun, comme passer une nuit sur un bateau de pêcheurs. Enfin, en fait, c'est des choses que même les locaux ils font pas en fait, parce que bah, ils ont pas l'idée de faire ça. Mont Bissoké, l'ascension, j'ai adoré l'ascension, c'était vraiment chouette. Bon, heureusement, on avait des guides, enfin des rangers qui étaient là pour nous aider. Et donc c'était cool parce qu'en fait, c'était quand même vachement dur. Parce qu'en France ou dans les pays occidentaux, la montagne, quand on grimpe, on fait des 8 comme ça pour grimper, quoi, pour que c'est plus facile. Là-bas, c'est pas comme ça. Là-bas, c'est tout droit. Donc c'est plus sportif. Et puis le rythme était quand même assez soutenu en fait. Donc moi j'avais un ranger qui me tenait la main, qui m'aidait à grimper, qui m'aidait tout le long. Donc c'était super chouette. Et j'ai vraiment adoré parce que c'était un peu de l'escalade quoi. On était à même la montagne comme ça. Et puis là où la vue était magnifique. C'était vraiment super beau. Voilà, après la Kagera c'était super chouette aussi. J'ai pu voir des éléphants, des hippopotames, des crocodiles, des zèbres, des impalas, enfin des oiseaux. C'était vraiment chouette. Bon, on n'a pas vu les lions mais c'est pas grave. Bah, déjà, j'ai rencontré beaucoup plus d'hommes que de femmes parce que pour couchsurfing, les femmes, je pense qu'elles sont plus pauvres ou des choses comme ça en fait, et j'en ai pas rencontré tellement, ou alors elles sont plus timides ou quoi que ce soit. Les hommes allaient très facilement vers moi, ils me parlaient. Bon, j'ai quand même rencontré quelques femmes qui étaient très avenantes et qui venaient vers moi facilement, mais la majorité de mes couchsurfing c'était ouais, un homme, une femme. Il faut savoir que les Rwandais ont vraiment une très très bonne mentalité. Ils ont vraiment envie d'avancer, d'aller de l'avant et de construire leur pays en fait. Le pays est vraiment en construction. Il y a des routes en construction partout, des buildings, ça bouge, ça change énormément. Là ils sont déjà pas mal développés. C'est vraiment hyper safe. C'est vraiment la sécurité là-bas, c'est vraiment impressionnant. C'est 10 fois mieux qu'en France. On peut se balader la nuit, on peut sortir le soir, aller s'amuser et puis rentrer chez soi alors que c'est un petit quartier, c'est un petit peu éclairé mais c'est des petites routes et ben il n'y a pas du tout de soucis, il n'y a personne qui va vous embêter, vous êtes vraiment tranquille. Même moi qui étais blanche, bah, j'ai pas vu de regard malveillant comme on peut en avoir en France ou des personnes qui ont essayé de m'embêter, pas du tout. C'est des gens très calmes et ils sont vraiment respectueux et ils vont pas venir vous embêter. Voilà. Et puis de toute façon, il y a des militaires un peu partout dans la ville et des policiers, donc c'est vraiment très sécurisé. Du coup, vu que c'est super sécurisé, en fait, ça pose pas du tout de soucis. En fait, j'avais pas du tout l'impression... Enfin, je pense que j'aurais été un homme, ça aurait été pareil, en fait. J'ai vraiment pas du tout ressenti le fait d'être une femme comparé à en Inde où ça allait, genre ça s'est très bien passé, genre dans la rue je pouvais me balader aussi tranquillement, mais je sentais que c'était un peu plus problématique certaines fois. Alors que là, bah au Rwanda pas du tout. Enfin vraiment, vu que c'était tellement sécurisé, tellement safe que
ça posait vraiment pas de problème d'être une femme. Après par contre j'ai été choquée, c'est quand j'ai été faire du shopping à Nyamirambo, c'est un quartier à Kigali en fait. Il y avait que des magasins pour hommes. Et du coup en fait ils m'ont dit que c'est parce que vu que les hommes ils ont plus d'argent, c'est eux qui font plus faire les magasins et ceux qui achètent plus d'habits quoi. Donc ils ont des habits de meilleure qualité et plus chers que les femmes. C'est vrai que les habits pour femmes c'était moins bonne qualité, moins beau et moins cher quoi, mais pas terrible. Il y a pas mal une conscience d'empowerment parce que dans les ONG que j'ai vécu, que j'ai visité justement, la coopérative c'était pour les femmes, c'était pour donner du travail aux femmes, c'était que des femmes. Il y a pas mal d'ONG que j'ai visité qui étaient concentrées sur justement le fait de donner du pouvoir aux femmes. Une autre pour l'agriculture, Aspire Rwanda à Kigali, où parce qu'en fait les fermiers c'est surtout des femmes, c'est surtout des fermières en fait, c'est les femmes qui travaillent au champ aussi. Donc c'était aussi forcément vu que c'est les femmes qui travaillent au champ et que leur ONG c'était par rapport à l'agriculture, ils travaillaient beaucoup avec des femmes. Donc il y a quand même cette idée de donner plus de pouvoir aux femmes et de les faire sortir de leurs conditions un peu moins bonnes que celles des hommes. Parce qu'elles sont plus pauvres et que la culture et les traditions sont encore très présentes, notamment au niveau des relations amoureuses. C'est-à-dire que si un garçon et une fille se voient, ou quoi que ce soit, au bout de quelques mois, ils vont peut-être avoir un projet de mariage. Et si le garçon ou la fille va chez la famille de l'autre, ça veut forcément dire qu'il y a un projet derrière en fait. C'est pas anodin. Donc de ce point de vue-là, c'est quand même assez traditionnel quoi. C'est-à-dire que ça se fait pas de sortir avec plusieurs garçons, plusieurs filles quoi. T'as ton copain, t'en as un, c'est bon, tu le gardes jusqu'au mariage quoi. Donc de ce point de vue-là, c'est assez vieux jeu. Mais après, c'était pas des mariages arrangés ou quoi que ce soit quoi. Les femmes elles sont plus souvent juste paysannes. Donc elles gagnent pas d'argent en fait, vu qu'elles font juste paysannes et elles vendent pas ce qu'elles produisent, vu que c'est juste pour la maison. Donc si l'homme il fait un autre métier, il peut ramener de l'argent et ça dépend des familles en fait, mais des fois l'homme il dit pas combien il gagne, ou en fait la femme dépend de l'homme pour acheter ce qu'elle veut, donc forcément elle peut pas faire ce qu'elle veut, même pour les enfants, planifier le budget c'est plus compliqué. Après c'est pas toujours comme ça, mais ça peut être comme ça dans beaucoup de cas. Il y a quand même beaucoup d'ONG aussi, donc c'était à Nyamirambo Women's Center, donc c'est encore un autre centre qui emploie 55 femmes pour fabriquer des habits aussi. Et ils fabriquent plein d'objets, des colliers, tout ça. Et ils ont une coopérative qui eux, je pense qu'ils sont indépendants maintenant, ouais ils sont indépendants. Ils font ça depuis 2012 je crois, quelque chose comme ça. Donc maintenant ils sont indépendants. Et les femmes, du coup, elles gagnent bien leur vie et voilà quoi. Donc il y a des choses qui sont faites en fait. Et quand je disais tout à l'heure qu'ils ont vraiment une bonne mentalité, c'est que les jeunes que j'ai rencontrés, ils se bougent en fait. Vraiment, en Occident, on a trop des a priori sur l'Afrique. Chaque pays est différent. On peut pas parler de l'Afrique en général en fait. C'est vraiment différent dans chaque pays. L'Afrique c'est autre chose que juste la pauvreté, le terrorisme et la misère. Au Rwanda, ils ont l'espoir, ils ont envie d'avancer et le pays est déjà pas mal développé. Ils sont en train de le construire encore davantage, c'est super sécurisé. Il y a des destinations de rêve pour les vacances, même pour juste du tourisme. Les gens sont super sympas et vraiment ils avancent quoi, ils font des trucs. Il faut vraiment sortir de ces a priori. Le pays est magnifique, c'est vraiment super beau, il y a des plantations de thé, les collines. C'est vraiment très très beau comme pays. Et voilà, quand on a grave trop des a priori sur l'Afrique en fait. Et c'est parce qu'en fait, juste, il y a personne qui y va. Il y a vraiment trop peu d'occidentaux qui vont visiter en Afrique. Ils vont en Asie, ils vont en Amérique du Sud, mais ils vont pas en Afrique. Et c'est dommage parce que, en fait, c'est juste qu'on nous apprend que l'Afrique c'est la pauvreté et rien d'autre, quoi. Mais c'est pas vrai. Et voilà, donc si j'avais un message à faire passer, ce serait celui-là. Allez en Afrique et visitez et voyez par vous-même que c'est pas ce que vous croyez et c'est pas ce qu'on vous dit.
vida ouço os sinos anunciam. Eu sei que na dúvida a verdade aparece, correndo contra o tempo esquece, sem enfrentar, curar padece, rolando escombros, carrega nos ombros o que não te serve, o que não nos serve. Porque é incapaz de entender, nunca disposto a perder, destilo fel antes de beber, antes de beber. Enquanto aqueço a alma em devoção, fracos não são fracos ao se darem as mãos. Corrente positiva, frente inconformista, pare os aliados sem pegar atalho, gostando ou não.